bienvenue à cette 7e conférence des Échos d'Archéo. Je tiens à remercier tout d'abord les différents partenaires des Échos d'Archéo de m'avoir proposé aujourd'hui de présenter mes recherches. Donc c'est des recherches qui portent sur l'étude des sociétés de l'âge du bronze, du début de l'âge du fer, donc l'intitulé Habitat et nécropole du bronze ancien au début de l'âge du fer, 1500 ans d'histoire de la Limagne. Alors c'est une recherche qui fait suite à des travaux de doctorat que j'ai menés à l'Université de Toulouse et que j'ai pu soutenir en novembre 2021. Donc la zone sur laquelle je travaille se situe donc en Basse-Auvergne. Donc il s'agit des zones situées aux alentours de Clermont-Ferrand, autour de la Grande Limagne d'Auvergne, le long de la rivière Allier, qui est bordée en fait de part et d'autre de différents massifs, la chaîne des Puys, les contreforts du Livradois-Forêt. Mais finalement, on le verra, la documentation se concentre essentiellement sur les bordures de la Grande Limagne d'Auvergne. Tout simplement parce qu'on a une documentation qui est beaucoup moins abondante sur les parties montagneuses de cette zone d'étude. Ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est qu'en fait on a une certaine diversité des paysages, que ce soit on a accès à des zones de plaines, marécageuses autour de la Grande Limagne, des zones de vallées, de vallons, des espaces un petit peu plus accidentés avec des reliefs topographiques qui offrent en fait une certaine diversité en termes de ressources et de paysages pour les sociétés de la protohistoire. Pour remettre le cadre un petit peu chronologique de cette tranche, de cette période dont je vais parler, l'âge du bronze et le H4C, on se situe entre 2200 avant Jésus-Christ et 625. Donc c'est une période assez longue finalement, mais qui est relativement méconnue en fait du grand public, tout simplement parce qu'en fait jusque dans les années 90, on connaissait assez peu de choses dans la région. Là, on le voit sur le graphique ici à gauche, dans l'histogramme, on voit qu'il y a une augmentation importante du nombre de découvertes de sites par décennie à partir des années 90, tout simplement en fait lié au développement de l'archéologie de sauvetage, de l'archéologie préventive dans la région. En fait, il y a Jean-Paul Degas dans les années 70 qui a réalisé une synthèse pour l'âge du bronze et le début de l'âge du fer, et on connaissait pratiquement rien dans la région, seulement quelques découvertes isolées, anciennes, issues de collections, etc. Donc c'est vraiment à partir des années 90 on va avoir une augmentation massive du nombre de sites qui sont reconnus dans la région, et ça c'est aussi la même chose en fait à l'échelle nationale. Tout simplement, l'âge du bronze et le début de l'âge du fer étaient des périodes qui étaient méconnues, et il y avait assez peu de spécialistes finalement sur ces périodes. Lorsqu'on regarde un petit peu en détail ces opérations, donc c'est le graphique qu'on a en bas à droite, c'est près de 50% des sites reconnus dans la région sont issus de l'archéologie préventive. Mais l'archéologie programmée n'est pas en reste, on est à près de 35% de sites connus de ces périodes qui se rapportent à l'archéologie programmée. Bon, ce sont essentiellement des sites issus de prospection pédestre ou prospection aérienne, mais voilà, ça apporte quand même une quantité assez importante de sites. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus dans le détail, finalement, lorsqu'on regarde même en archéologie préventive, ce qui apporte le plus d'informations, c'est les diagnostics. En fait, c'est dans la première phase, la préliminaire d'une fouille, c'est les diagnostics qui renseignent le plus grand nombre de sites de ces périodes. On regarde encore plus dans le détail et on voit que les fouilles préventives ne représentent que finalement une part très minime du nombre de sites vraiment connus, et en ce qui concerne l'archéologie programmée également. Donc en fait, on va avoir une qualité de la documentation qui va être assez inégale en fonction de sites qui ont bénéficié de fouilles et de sites qui sont connus seulement par quelques indices, quelques traces au cours de diagnostic ou de prospection. Alors là, on a une carte à gauche qui représente en fait l'ensemble des surfaces qui ont été documentées par l'archéologie, que ce soit préventive, donc en rouge, c'est les éléments qu'on a en rouge, et en noir, programmés au travers de prospections pédestres qui ont été réalisées notamment par de nombreux collègues de la MSH de Clermont-Ferrand, surtout dans les environs de la Limagne. Donc en ce qui concerne les surfaces en rouge, c'est des données qui sont issues de la base de données du service régional de l'archéologie. Et donc on estime à peu près, donc c'est un bilan que j'avais réalisé jusqu'au début des années 2019, il faudrait rajouter les opérations qui ont été réalisées jusqu'à présent, à peu près 3500 hectares qui ont été documentés sur la zone d'étude pour 1400 entités archéologiques, donc toutes périodes confondues. À cela, en fait, à l'intérieur de ces entités, on a 289 sites qui se rapportent à l'âge du bronze et au premier âge du fer, pour 487 occupations, donc on voit qu'on a un corpus qui est quand même finalement assez conséquent. Donc lorsqu'on regarde la carte qui est à gauche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'essentiel des données se concentre sur les abords de Clermont-Ferrand, les communes limitrophes et les abords de la Limagne. Ça, c'est simplement lié au fait que le développement de l'archéologie préventive s'opère dans les zones urbaines et périurbaines, donc c'est là où on va avoir le plus de documentation, tandis que les zones rurales sont beaucoup moins documentées, et là, à l'inverse, c'est plutôt l'archéologie programmée qui va apporter des informations sur ces secteurs, grâce aux prospections aériennes et aux prospections pédestres notamment. Donc on voit que finalement sur cette zone d'étude, on va avoir une concentration de la documentation sur une zone assez réduite, donc sur les bordures de la Limagne, d'où l'intitulé de cette communication aujourd'hui.
Lorsqu'on regarde ce graphique, on voit que l'avantage de cette zone d'étude, c'est également qu'on a une certaine diversité des types d'occupations que l'on a, à savoir de l'habitat, des espaces funéraires. Donc on a une certaine diversité qui nous permet de mener une réflexion assez aboutie finalement sur voilà, comment ils vivaient, comment ils enterraient leurs morts. Donc on va avoir une diversité aussi dans les approches qu'on va pouvoir mener sur ces sociétés. On a aussi également des sites qu'on classe comme indices de sites ou découvertes isolées, qui sont simplement voilà, des découvertes plus discrètes pour lesquelles on ne peut pas proposer d'analyse fonctionnelle typologique de ces sites. Lorsqu'on regarde sur ces graphiques, en fait, en fonction des périodes qui sont représentées au travers de notre documentation, on se rend compte que, alors là il s'agit de courbes pondérées, c'est-à-dire qu'une occupation est pondérée par génération de 25 ans, donc ce qui permet de voir le nombre de sites par rapport à la durée d'occupation. On se rend compte qu'en fait on a des périodes qui sont relativement bien documentées dans la région, c'est le cas du Bronze Ancien 2, du Bronze Final 3B, du Hallstatt C, du Hallstatt D3 et de l'Athéna 1 hein, pour ces périodes, et à l'inverse, on va avoir des périodes qui sont beaucoup moins bien documentées, c'est le cas du Bronze Moyen, du Bronze Final 1 ou du Hallstatt D1 2. A l'inverse, si on regarde par exemple plutôt la courbe du bas, où on a les nécropoles qui sont en bleu, on peut avoir des différences. À l'inverse, on va avoir par exemple le Hallstatt C qui est très bien documenté en ce qui concerne l'habitat. Pour les espaces funéraires, on connaît pratiquement rien. Donc on va avoir des variations comme ça dans la documentation que l'on a, que ce soit pour les habitats ou les espaces funéraires, en fonction de la chronologie. Donc ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte, finalement, on ne va pas avoir une documentation qui va être complète sur l'ensemble des périodes. D'ailleurs, dans ma présentation, c'est ce qu'on va avoir. Il va y avoir des périodes sur lesquelles je vais m'attarder, d'autres sur lesquelles je vais devoir passer rapidement, parce que tout simplement, on manque de documentation. Et ça, c'est lié à plusieurs facteurs. Et essentiellement aussi à où est-ce qu'on opère les opérations aujourd'hui. Forcément, à certaines périodes, ils vont s'intéresser à certains secteurs, tandis qu'à d'autres, secteurs. Et nous, notre documentation va nous permettre, oui ou non, de pouvoir capter, reconnaître ces sites sur le terrain. Donc je démarre sur le Bronze Ancien, qui se situe entre 2200 et 1600 avant Jésus-Christ. Donc il faut savoir que en fait, la Basse-Auvergne et le secteur de Clermont-Ferrand est une des régions, voire même la région avec la plus forte concentration de sites du Bronze Ancien en France, voire même en Europe occidentale. Il faut savoir qu'on a une très très forte densité de sites de ces périodes, qui est assez exceptionnelle et qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir mener des réflexions vraiment abouties sur ces périodes. L'intérêt, c'est qu'également on a aussi une diversité, on a de l'habitat, on a des pratiques funéraires, on a même quelques dépôts métalliques qui montrent qu'on a vraiment toute la panoplie de ce que l'on peut avoir pour le Bronze Ancien dans la région. Et en plus de ça, c'est qu'on a des sites, on a affaire à certains sites qui sont vraiment hors normes, donc on a des habitats vraiment très importants, comme le site du Petit-Beaulieu qu'on a ici, qui a été fouillé par Eric Thiraud, on a également le site de la Fontanie à Lens, fouillé par Philippe Hénon, qui sont deux grands sites d'habitat, dans le cas du Petit-Beaulieu qui atteint près de 8 hectares de surface, donc c'est des sites très importants en surface, avec plusieurs milliers de structures, un mobilier extrêmement abordant, céramique, lithique, etc. Des grands sites comme ceux-là qui sont associés généralement à des nécropoles, hein, donc des espaces funéraires, donc on a l'habitat et l'espace funéraire qui sont très proches les uns des autres. Donc c'est vraiment des sites vraiment exceptionnels et qui font aujourd'hui vraiment référence dans la région. À cela s'ajoutent aussi des habitats qui sont beaucoup moins denses, avec quelques fosses isolées, mais malheureusement en fait ils sont plus rarement fouillés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas forcément prescrits. Donc c'est des sites qu'on va reconnaître dans le cadre de diagnostic et on va avoir une idée, on va avoir une même bonne vision en fait de cette catégorie d'habitat. Mais voilà, on a quand même ces habitats vraiment exceptionnels, et on en a plusieurs dans la région et d'autres qui ont été découverts récemment, qui montrent vraiment qu'on a des habitats très particuliers. Ici, on a la nécropole de Chantemerle à Gerzat, donc une nécropole extrêmement importante avec plusieurs dizaines d'inhumations, une nécropole monumentale avec des enclos circulaires, avec une restitution que l'on a là, hein, assez complexe, avec un petit tumulus, des alignements de poteaux non jointifs. Ces monuments parfois contiennent un individu avec un mobilier céramique ou de la parure de coquillage ou du mobilier métallique à l'intérieur. Donc, voilà, des nécropoles qui sont quand même assez importantes, mais qui probablement n'accueillent pas l'ensemble de la communauté de ces personnes du Bronze Ancien. Donc a priori, il y a quand même une sélection qui s'opère, et surtout, nous le verrons par la suite, en fait, l'intérêt de ces sites, c'est qu'ils sont aussi occupés plutôt sur la longue durée. On verra qu'en fait, c'est pas des sites qui sont occupés sur des tranches chronologiques assez courtes, mais au contraire qui vont s'étaler sur l'ensemble du Bronze Ancien, j'y reviendrai. On a également pour ces périodes des pratiques et des objets un petit peu remarquables. Avec la photo que l'on a à gauche, on a des sépultures d'immatures en jarre, qui sont très particulières et qui sont assez spécifiques à l'Auvergne. On en connaît plusieurs dizaines dans la région où on va en fait déposer, alors c'est souvent des individus de très jeunes enfants de moins de 1 an qu'on va mettre dans un vase et déposer. On les retrouve généralement en contexte d'habitat, plus rarement en contexte de nécropole. Mais voilà, c'est une pratique vraiment symptomatique de l'Auvergne. On ne connaît pas d'équivalent dans la vallée du Rhône ou dans les régions vraiment limitrophes. On connaît quelques exemples dans le sud, dans la bordure méridionale, et c'est surtout les éléments
les plus proches chronologiquement et même en termes de densité, on va plutôt aller vers l'Italie du Nord, donc ça montre éventuellement des connexions qu'il peut y avoir culturelles, mais là il y a encore beaucoup de travail à mener sur cette pratique qui est très très particulière. On a également des objets assez remarquables, c'est le cas des objets que l'on a à droite, un poignard, des alènes losangiques, des épingles à tête de rame, qui sont en alliage cuivreux. Donc il faut se rappeler qu'au Bronze Ancien, on est au tout début de la métallurgie des alliages cuivreux, et la présence de ces objets est souvent un marqueur assez important d'un certain prestige, etc. Surtout qu'on le retrouve dans des contextes funéraires, donc souvent ça permet d'identifier éventuellement que les personnages inhumés avec ces objets ont probablement un statut un petit peu particulier au sein de la communauté. Donc je parlais de chronologie, donc en fait je parlais de Bronze Ancien de 1200-1600 avant Jésus-Christ, mais en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça. Là on voit sur les courbes, l'accumulation des courbes C14 qui ont été réalisées. En réalité on a vraiment une progression qui est très lente, on a ces grands sites d'habitat ou ces nécropoles qui sont souvent fondés au début du Bronze Ancien. Alors, plus spécifiquement, souvent autour de 2000 avant Jésus-Christ, donc vraiment à la toute fin du Bronze Ancien et au début du Bronze Ancien 2, on va avoir voilà, quelques structures, des objets qui se rapportent à cette phase, puis on va avoir une augmentation vraiment importante au cours de la deuxième phase du Bronze Ancien 2, à savoir entre 1900 et 1750 avant Jésus-Christ. C'est vraiment le pic de l'occupation qu'on va avoir, c'est à cette période. C'est là où on a le site du Petit-Beaulieu qui a le plus de structures qui se rapportent à cette période, le mobilier, c'est le cas de tous les autres grands habitats que l'on connaît, c'est le cas également des nécropoles, la nécropole de Champmerle, où on va avoir aussi le plus grand nombre d'inhumés, ça va être à cette période. Donc on voit vraiment qu'on a une installation au cours du Bronze Ancien 1, parfois avant, des fois dès le Campaniforme, un pic vraiment entre 1900 et 1750 avant Jésus-Christ, puis après une baisse qui va être plus ou moins radicale en fonction des sites, du nombre de sites et de structures qui se rapportent à la fin du Bronze Ancien 2 et au début du Bronze Moyen. On a le cas des nécropoles, alors là j'ai pris l'exemple du site de Laya qui a été publié récemment par Evie Thompson, c'est une toute petite nécropole avec assez peu d'inhumés en comparaison de Champmerle, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a le monument funéraire, l'enclos circulaire, une tombe à l'intérieur qui date de la toute fin du Bronze Ancien 1, on est autour de 2000 avant Jésus-Christ, donc c'est la tombe fondatrice, et puis autour, on va avoir des tombes qui vont s'implanter régulièrement autour de ce monument et qui vont s'étaler sur près de 500 ans d'occupation. Donc on a des tombes qui vont s'étaler sur 500 ans, donc cette nécropole va être occupée sur la longue durée, mais avec seulement une tombe toutes les générations ou toutes les 2 générations qui va s'implanter. Donc ça montre vraiment que ce soit les espaces funéraires ou les habitats, il y a une certaine forme de continuité qui s'opère au cours du Bronze Ancien et voire même parfois jusqu'au début du Bronze Moyen. Ce qui est intéressant, alors là sur la carte que l'on a à gauche, c'est les temps de parcours qui sont accessibles à partir des sites d'habitat du Bronze Ancien 2. Et donc on voit que ces territoires théoriques autour de ces habitats sont finalement assez réduits parce qu'on voit que pour pas se chevaucher, il faut ils peuvent faire à peine plus de 20 minutes de marche autour des habitats pour ne pas être en concurrence les uns avec les autres. Donc finalement, ce que l'on voit, c'est qu'on a un maillage très resserré de ces habitats. On a aussi ces grands habitats, Petit-Beaulieu, La Fontanie, qui sont des sites qui sont très proches, de seulement quelques kilomètres l'un de l'autre, donc ces sites qui sont importants, avec beaucoup de vestiges, etc., on n'aurait pas imaginé que c'était un petit peu des pôles de pouvoir, des zones de concentration d'habitants, éventuellement avec un contrôle territorial un peu important, mais en fait ils sont finalement très proches les uns des autres, donc il pourrait y avoir une sorte de concurrence qui s'opère à l'échelle de ces sites. Donc ce maillage très resserré pose un certain nombre de questions sur la structure territoriale et les relations que pouvaient entretenir ces communautés entre elles. Cela pose des questions aussi sur la durée d'occupation de ces sites, de ces habitats. On voit qu'il peut y avoir des phénomènes de déplacement de l'habitat, de refondation, également des formes de continuité. Donc on voit qu'aussi ce territoire est un petit peu mobile et qu'il va y avoir des sites un petit peu centraux qui vont un peu être structurants à l'échelle du territoire et à l'inverse des sites qui vont être un petit peu plus mobiles dans le temps. Donc l'ensemble de ces réflexions, que ce soit au travers de l'habitat, au travers des espaces funéraires ou la structure territoriale, pose la question en fait aussi de la structure sociale et politique et économique de ces sociétés du Bronze Ancien. En réalité, si on regarde au travers des pratiques funéraires, on voit que il y a des individus qui ont bénéficié de tombes monumentales, parfois avec un mobilier prestigieux, ostentatoire. Donc on aurait affaire là à une forme d'élite, de personnages importants au sein de la société. Mais à la fois, lorsqu'on regarde l'habitat et la structure du territoire, il n'y a pas véritablement de site qui serait un petit peu polarisateur, qui aurait une sorte de rayonnement régional. Au contraire, on a l'impression qu'on a ces grands sites et ces nécropoles qui finalement sont assez similaires les unes des autres et assez proches les unes des autres.
Donc on n'a pas véritablement, on a une forme de hiérarchisation sociale, une distinction sociale forte, mais pas de site véritablement polarisateur. Donc c'est pour ça que j'avais proposé l'idée qu'on pourrait être face à des sociétés dites hétérarchiques, donc c'est-à-dire qu'il y a des distinctions sociales fortes, qu'il y a une élite en place, mais un pouvoir qui est décentralisé. Donc éventuellement un pouvoir qui serait dispatché entre différents sites, et ces sites-là qui auraient des relations mais là, qu'il s'agirait de pouvoir identifier. Est-ce qu'il y avait des relations de parenté, d'hérédité entre ces différents sites? Est-ce que, voilà, ils se partageaient le territoire de telle ou telle manière? Là, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, mais qui montrent quand même que, voilà, on est finalement sur des sociétés assez complexes en termes de structure sociale et politique. Alors j'ai parlé tout à l'heure qu'on a un basculement qui s'opère à la fin du Bronze Ancien, donc on a un certain nombre de ces sites, de ces grands habitats et de certaines de ces nécropoles qui sont abandonnés à la toute fin du Bronze Ancien 2, et la plupart au tout début du Bronze Moyen. Donc dans certaines nécropoles ou certains habitats, on va avoir quelques tombes ou quelques structures qui vont appartenir au tout début du Bronze Moyen, autour de 1600-1500, mais finalement c'est assez rare. Jusqu'à présent, on associait ça à une forme de déclin de ces sociétés du Bronze Ancien. Il y a une période de péjoration climatique, on a une humidification importante du milieu qui est enregistrée à l'échelle de l'ensemble de l'Europe occidentale. Donc on associait ça souvent à une péjoration climatique, donc une baisse de rendement agricole, et donc peut-être les sociétés qui périclitent, etc. Donc c'était un peu la vision que l'on avait, et puis archéologiquement, pour le moment, pour le Bronze Moyen, on a très peu de données qui nous permettent vraiment de proposer des schémas d'organisation du territoire ou de comment fonctionnaient les sites. Enfin voilà, vraiment un basculement qui s'opère. Mais une découverte récente faite par l'INRAP, de nouveau par Evie Thompson sur le site du Doublet à Vermonton, ils ont eu l'occasion de découvrir une grande structure funéraire, donc une sorte de cairn, de tumulus en pierre, avec une tombe centrale, un inhumé qui se rapporte à un horizon du Bronze Moyen, 1500 avant Jésus-Christ. Et cette tombe est vraiment exceptionnelle, elle a des dimensions particulièrement remarquables, on ne connaît pas d'équivalent pour les périodes antérieures, voire même postérieures. Et cette tombe réservée à une seule personne, il n'y a pas d'autres sépultures qui se rapportent à cette période dans l'environnement. En plus, on est sur un passage de col, donc il y a une sorte de lien important à cette période entre cet individu, cette tombe et ce marqueur du paysage important. Donc cette tombe bouleverse un petit peu la vision qu'on pouvait avoir, c'est qu'on a une vision de l'habitat où on avait l'impression que tout se délitait, et à l'inverse, on a cette tombe monumentale destinée à une seule personne, à un seul individu, qui pourrait montrer qu'il y a éventuellement une élite régionale qui se met en place à cette période. Mais pour le moment, mis à part cette tombe, on n'a aucun indice qui nous permet véritablement de mettre en évidence cette structure pour le Bronze Moyen. Donc voilà, il faut aller plus loin et avoir d'autres données pour réfléchir sur cette question. Donc voilà, j'ai balayé rapidement pour le Bronze Moyen, parce qu'on a très peu de données pour mener des réflexions abouties. Donc là, on va passer au Bronze final, entre 1300 et 800 avant Jésus-Christ. Donc on a vu sur la courbe pondérée des occupations, donc on a une augmentation du nombre de sites par génération, ce qui pourrait éventuellement marquer une augmentation de la démographie, etc. Mais malheureusement, c'est une période qui est assez mal documentée, souvent des découvertes de nouveau faites par des diagnostics ou des fouilles un petit peu anciennes, donc on aurait besoin là d'avoir de nouvelles données pour vraiment aller un petit peu plus loin sur le Bronze final, donc il y a encore du travail à faire donc, concernant l'habitat. Concernant les pratiques funéraires, on a quelques sites qui ont été fouillés dans le cadre de l'archéologie préventive et qui permettent d'avoir une idée un petit peu plus précise des pratiques funéraires du Bronze final. On voit qu'en fait on a un changement qui s'opère qui est assez radical par rapport au Bronze ancien. Donc on a vu au Bronze ancien les nécropoles sont associées à l'habitat, plutôt en bordure de la Limagne, et au Bronze final on a les nécropoles connues du Bronze final sont le long des cours d'eau. Donc on a toutes les nécropoles de cette période se retrouvent le long des cours d'eau. On a souvent beaucoup moins d'individus, donc on a des monuments circulaires, parfois on n'en a pas, on a de la crémation ou des inhumations à cette période, et seulement quelques individus. On dépasse rarement maximum une dizaine d'individus au sein de ces nécropoles. Donc on a un changement qui s'opère, donc géographique, on va implanter une nécropole ailleurs, donc le long des cours d'eau, et également aussi en termes de recrutement, donc avec ces nécropoles qui sont réservées qu'à une partie de la communauté. En plus, on retrouve dans certaines de ces tombes, un mobilier donc céramique parfois. Ici à droite, à Chanchallatras, on a trouvé une tombe avec plus d'une centaine de perles en ambre et 2 perles en tôle d'or, qui montrent quand même que du coup, ces individus ont a priori un statut particulier pour pouvoir acquérir des biens comme ça un petit peu prestigieux.
Ce qui est intéressant, c'est que les recherches qui ont été menées par Bertrand Dostessi, aussi toutes les prospections aériennes qu'il a pu réaliser depuis près de 20 ans, a permis en fait de cartographier aussi un ensemble de nécropoles à enclos circulaires que l'on peut identifier dans les cultures des champs. On arrive à identifier ces monuments. Et en fait, en faisant la cartographie, on se rend compte que la plupart de ces nécropoles s'alignent en fait le long de l'Allier, de la Morge, de la Sioule. Donc on a vraiment une relation entre ces enclos circulaires et les axes de cours d'eau. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces axes fluviaux sont souvent des axes de passage privilégiés. C'est à travers le long des terrasses alluviales qu'on va parcourir la région. Et la volonté de vouloir implanter des tombes à proximité de ces axes de circulation, c'est une volonté de s'approprier le territoire, de marquer le paysage et de permettre aux gens qui circulent sur le territoire aussi d'avoir la tombe des ancêtres, des personnes qui contrôlent le territoire à proximité. Et ça, c'est un lien qui a été repéré ailleurs, en Europe occidentale. On voit que ces tombes, à ces périodes, en fait, il y a une volonté vraiment de marquer le paysage, de s'axer de se mettre le long des axes de circulation, simplement pour vraiment matérialiser et s'approprier le territoire. Donc là à gauche on a ce réseau qui se forme le long des cours d'eau, et ce qui est intéressant c'est que en fait il est assez pérenne ce réseau, parce qu'au cours de la transition entre le premier et le second âge du fer, entre le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, on a des tombes à enclos quadrangulaires, celles-ci, qui sont vraiment typiques de cette période, qui s'implantent sur les mêmes espaces que les tombes du Bronze final avec les enclos circulaires. Donc on a une réappropriation plusieurs siècles plus tard des mêmes espaces funéraires. Donc c'est comme une volonté de la part de ces sociétés-là de vouloir un petit peu se réapproprier l'espace sépulcral des anciens et donc de se réapproprier le territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure on avait vu pour le Bronze ancien ces nécropoles communautaires à l'échelle du village qui s'opèrent, donc on a vraiment une nécropole par village a priori, enfin c'est l'idée que l'on se fait, et là à l'inverse on a plutôt une structure à l'échelle régionale. Donc on peut s'imaginer qu'à cette période on a aussi une structure territoriale et qui en tout cas est peut-être une place des individus qui s'opère plutôt à l'échelle régionale qu'à l'échelle communautaire. Concernant l'habitat, donc comme je l'ai dit, c'est malheureusement une qualité de la documentation qui reste encore assez médiocre, il faudra abonder tout cela avec les découvertes qui vont venir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du Bronze final, on a un phénomène qui apparaît, qui est le phénomène des sites de hauteur. On voit vraiment une augmentation au cours du Bronze final, on le voit à gauche ici sur le graphique, une augmentation progressive du nombre d'habitats reconnus sur des sites de hauteur, malheureusement qui sont essentiellement identifiés au cours de prospection, mais quelques-uns ont bénéficié de fouilles importantes. C'est le cas du site de Coran depuis près de 20 ans par Mathieu Pouy et Pierre Missant, plus récemment sur le Puy Saint-Romain également, qui a livré des vestiges du Bronze final. Mais voilà, donc on a quand même un phénomène qui s'opère, un intérêt de plus en plus important par les sociétés du Bronze final pour les sites de hauteur. Donc cela pose tout un ensemble de questions, et on en connaît un certain nombre, c'est ce qu'on a sur la carte de gauche, on connaît un certain nombre quand même dans la région et dans ce qu'on appelle la Limane des Buttes, donc aux alentours entre Gergovie, Coran, donc on a un certain nombre de sites de hauteur qui sont assez proches les uns des autres, on le voit là avec ces modélisations des territoires accessibles, ils sont distants de seulement 1h30, 2 heures les uns des autres, donc quand même une densité assez forte de ces sites de hauteur dans la région. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, on n'en a pas beaucoup qui sont fouillés, mais lorsqu'on les fouille, on se rend compte souvent que c'est des sites un petit peu particuliers. Dans le cas de Coran, c'est une véritable agglomération qui a livré beaucoup de mobilier, des pratiques de dépôt aussi en contexte domestique, avec des bracelets à proximité de sols foyères, etc. Beaucoup de bâtiments également. Dans le cas du Puy Saint-Romain, avec Manon Vallée récemment, on a pu là se mettre en évidence aussi la présence d'un rempart qui se rapporte au Bronze final, qui ferait plus de 1400 mètres de long, donc ça montre qu'il y a quand même une volonté aussi éventuellement défensive, ou en tout cas ostentatoire, etc., de créer ce type de rempart. Alors bien évidemment, tous ces sites n'ont pas forcément le même statut, ni la même fonction. C'est vrai que jusqu'à présent, on s'est intéressé à des sites un petit peu particuliers, c'est le cas de Coran, c'est le cas aussi d'un site dans les environs de Ghana qui a livré récemment beaucoup de dépôts métalliques qui ont un statut très particulier, j'y reviendrai. Mais on voit qu'on a vraiment des différences quand même en fonction de la fonction et du statut de ces sites, parce que certains sont de très petites superficies, on a certains sites qui font que quelques centaines de mètres carrés, c'est le cas du Pic d'Isson, près d'Issoire, qui est tout petit, donc on n'a pas une agglomération dessus, on a peut-être 1 ou 2 maisons, mais on ne peut pas avoir plus. Dans le cas de Coran, par contre, le plateau peut accueillir une bien plus vaste occupation, donc on a certainement des différences en termes de statut et de fonction de ces sites de hauteur. Et on a certains sites qui, a priori, semblent être polarisants. C'est le cas du site de Coran, parce qu'on voit qu'il y a quand même une abondance de mobilier métallique, une agglomération qui s'est mise en place, et donc on aurait là affaire à un site un peu polarisant qui aurait un rôle important dans l'économie, dans les échanges qui peuvent s'opérer dans la région, et c'est le cas aussi du site dans les environs de Ghana où on a trouvé plusieurs dépôts métalliques et qui a l'air d'avoir un statut particulier et qui, par cette profusion de mobilier un petit peu rare et prestigieux, pourrait éventuellement
proposer l'hypothèse qu'il s'agit aussi d'un site polarisant. Donc on aurait des sites polarisants comme ça, avec une sorte de rayonnement régional, des sites secondaires, donc comme pourrait l'être éventuellement le Puy Saint-Romain, donc ça il faudra creuser la question, des sites secondaires qui fonctionneraient autour, mais voilà, il faudrait se poser la question maintenant de savoir quelle était la relation avec ces sites polarisants, comment fonctionnait ce réseau, et éventuellement même des sites satellites avec des petits sites de hauteur, ou des sites de plaine, parce qu'on en connaît quand même quelques-uns, qui fonctionneraient autour de ces sites de hauteur. Donc là on a, lorsqu'on fait un peu ce rapport avec le funéraire, les sites de hauteur, là on aurait vraiment une structure sociale, territoriale extrêmement hiérarchisée. Donc avec des sites dominants, avec éventuellement un rayonnement régional, des sites secondaires alentour, une élite qui se met en place très clairement au travers des pratiques funéraires, mais aussi éventuellement de l'occupation de certains de ces sites de hauteur. Donc on a vraiment une hiérarchisation extrêmement pyramidale à cette période, et ça c'est des choses qui sont étayées aussi par d'autres découvertes faites ailleurs, hein, pas seulement dans la région. Au cours du bronze final, on a aussi des pratiques un petit peu particulières, je l'ai rapidement évoqué avec le site près de Ghana, de ces dépôts métalliques qui est très particulier au bronze final. Donc on a ici l'exemple du dépôt voilà, d'objets en or de Saint-Babel, hein, qui date du début du bronze final, qui est un dépôt très remarquable, hein, qui a été découvert anciennement, qui est conservé au musée d'archéologie nationale aujourd'hui, qui montre que dès le début du bronze final, les communautés, les sociétés de cette période ont accès à des matériaux rares, précieux, prestigieux, et qui ont même la possibilité de les mettre dans des dépôts. Donc ça montre qu'il y a quand même aussi une pratique, une opulence, en tout cas à cette période, qui se met véritablement en place. Pour la fin du bronze final, on connaît quelques dépôts dans la région, rien de comparable à ce qu'on peut avoir dans le domaine atlantique, en Bretagne, en Normandie ou dans les pays de la Loire, où là on a beaucoup de dépôts métalliques de cette période. Nous on en a très peu, mais on en a quand même un certain nombre, où on voit comme ici, là, donc sur ce site qui se situe près de Ghana, où on a des vases qui contiennent un mobilier très abondant en bronze, des bracelets, des aimants de parure, d'armement, etc. et qui voilà, pose question en termes de gestes, hein. On n'a pas véritablement la réponse, hein, de savoir à quoi servaient ces dépôts, mais probablement qu'il y a un geste rituel, économique aussi autour de cette pratique. Voilà, il y a encore beaucoup de questions posées par cela. Donc ça confirme aussi en fait qu'à cette période, en tout cas, on a des relations à longue distance qui s'opèrent, d'échanges. Tout à l'heure, je parlais de perles en ambre, donc c'est des perles qui viennent de la Baltique. On a aussi des perles en verre qui viennent du nord de l'Italie. Donc on voit qu'il y a vraiment des réseaux d'échanges internationaux, hein, à l'échelle européenne qui s'opèrent, et que l'Auvergne, en tout cas, fait pleinement partie de ce réseau à cette période. Donc là, je passe au tout début de l'âge du fer, hein, le Halstatt, entre 800 et 625 avant Jésus-Christ. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a véritablement un basculement qui s'opère au 8e siècle. Donc tout à l'heure, je parlais de sites de hauteur, de sociétés très hiérarchisées, une opulence dans le mobilier métallique et dans l'agglomération, etc. autour de certains sites. Et au cours vraiment sur une ou deux générations, on a un basculement qui s'opère. Ces sites sont pratiquement tous abandonnés au profit de petits habitats, souvent des fermes, hein, des petites unités domestiques, qui vont occuper les zones basses en bordure de la Limagne, des marais de la Limagne. Voilà, on a en fait un disloquement, un dispersement de l'habitat dans la plaine au cours du 8e siècle. Et on l'a vu aussi au niveau des pratiques funéraires, on connaît pratiquement rien à cette période, donc le réseau qu'on avait vu apparaître au cours du bronze final le long des cours d'eau disparaît, ou en tout cas pour le moment on n'a pas retrouvé de tombe se rapportant à cette période. Donc on a vraiment un basculement qui s'opère dans la structure du territoire, dans l'organisation de l'habitat. Donc ça c'est un élément qui est important. Et les raisons voilà, sont diverses, hein. C'est vrai qu'on assiste aussi à cette période à une péjoration climatique, une humidification importante du milieu, on l'observe dans plein d'endroits d'Europe occidentale. Mais là, ça pose un petit peu question en Auvergne, parce que les habitats vont occuper les zones les plus basses et les bordures des marais. Donc ça, c'est curieux, parce que si on était à une période d'humidification importante du milieu, les marais seraient plus humides, et on peut se poser la question de pourquoi ils vont aller occuper les zones les plus basses. Donc ça pose beaucoup de questions, et malheureusement, là, il faudra aller encore beaucoup plus loin sur des approches, pas environnementales, mais aussi fouiller des sites, de plus nombreux sites de cette période, pour aller un petit peu plus loin dans ces réflexions concernant l'habitat du début de l'âge du fer. Ce qui est intéressant à cette période, c'est qu'on a un certain nombre de structures qu'on a retrouvées, c'est des fosses à parois rubéfiées. C'est la terminologie qu'on utilise, mais en réalité, il s'agit de fosses de cuisson où on retrouve en fait des pierres qui ont chauffé. On a le petit schéma à droite qui explique un peu quel est le mode de fonctionnement. On creuse une fosse, on pratique un feu, on met des pierres dessus qui vont chauffer. Puis par la suite, on va, ça c'était une des questions, de savoir à quoi servaient ces fosses. Et quelques analyses réalisées ailleurs dans d'autres régions ont montré que a priori, plus généralement, ces fosses de cuisson servent à la cuisson de viande, de pièces carnées, donc probablement pour cuire de la viande. Bon, ça, il faudrait multiplier les analyses pour vraiment
préciser si toutes ces fosses de cuisson servaient à la cuisson de viande, mais en tout cas, les premières analyses iraient dans ce sens-là. Donc, ce qui est d'autant plus intéressant avec ces structures de cuisson, c'est que généralement, elles sont assez distantes des habitants, on ne les retrouve pas au sein de l'habitat, donc ce n'est pas des structures domestiques à proprement parler. Souvent, on les retrouve de façon très organisée au sein de batteries, ce qu'on appelle des batteries de fosses, qui sont alignées selon des axes, qui sont ordonnées en fait dans un espace assez restreint, donc qui montre qu'il y a une forme de structure qui est quand même assez déterminé et qui répond à un aménagement qui est choisi, voulu, etc. Donc ça montre qu'on est en dehors de la sphère domestique, on est en dehors a priori de la sphère funéraire, et lorsqu'on regarde la répartition de ces batteries de fosses de cuisson, donc c'est ce qu'on a là ici sur la carte, on voit qu'ils sont souvent distants des habitats que l'on connaît dans la région. Et même sont souvent situés, ces batteries de fosses de cuisson, un peu dans des zones tampons entre deux zones occupées par des habitats. Donc l'hypothèse, c'est que ces batteries de fosses de cuisson, en fait, étaient des lieux de réunion communautaires, éventuellement pour la cuisson, de viande, de banquets éventuellement, donc éventuellement un lieu où les gens vont se réunir pour pratiquer la cuisson ou la consommation de produits et éventuellement carnés. Donc c'est quelque chose que l'on connaît sur d'autres périodes plus anciennes, on en connaît un petit peu au néolithique, à d'autres périodes plus récentes, etc. Mais ce phénomène au premier âge du fer est vraiment très très bien connu dans ce qu'on appelle le domaine hachtatien occidental, donc ça comprend l'Auvergne, la vallée du Rhône, etc. On a une concentration de ce type de fosse à cette période dans la région. Et donc on voit que c'est une pratique quand même qui fait partie d'un trait culturel très particulier de ces sociétés. Et au final, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, enfin qui n'est pas farfelu, parce que lorsqu'on regarde les travaux qui peuvent être faits en ethnographie, je pense à des choses qu'ont fait comme Christian Jeunesse, des recherches en ethnographie, on voit qu'il y a toute une économie qui s'opère autour de la viande, que les pratiques de banquets, de rituels collectifs, d'échanges, de consommation de viande, en fait, de festins, est souvent des vecteurs de liens sociaux, de reproduction sociale. Au travers de banquets, on va se réunir pour des raisons politiques, religieuses, éventuellement matrimoniales, où on va partager des denrées, etc. Donc en fait, ces espaces sont probablement des espaces de liens sociaux où les communautés vont se regrouper pour partager, pour des raisons voilà, qui nous échappent encore, mais en tout cas pour des pratiques collectives. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant à cette période, parce que l'habitat est assez fugace, en tout cas à cette période, on a assez peu de structures, c'est quelques fermes isolées, mais on a quand même voilà, ces éléments qui montrent quand même une forte cohésion communautaire, intercommunautaire à cette période, et comme on en a peu d'exemples pour la protohistoire ancienne. Donc voilà, pour conclure, j'ai souhaité au travers de cette présentation brosser assez rapidement en fait quelques acquis qu'on peut avoir, quelques réflexions qu'on peut avoir sur ces périodes. Bien évidemment, il y a plein de recherches encore à mener, beaucoup d'éléments à apporter, d'études encore à faire, mais ce que j'ai voulu un petit peu montrer au travers de cette présentation, c'était qu'au final, lorsqu'on regarde vraiment la structure sociale, territoriale de ces sociétés, on se rend compte qu'on n'est pas dans une lente évolution du plus simple au plus complexe, mais dans une succession en fait de schémas sociopolitiques, territoriaux qui évoluent au cours du temps, voilà, avec des différences de hiérarchisation, avec des marqueurs territoriaux différents, et on voit qu'en fait on a une fluctuation au cours du temps, et finalement les choses sont quand même assez complexes, et c'est vraiment par une approche un petit peu multi-indicateur qu'on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces sociétés. Donc voilà, il reste encore beaucoup de travail à mener sur ces périodes, notamment sur le volet paléo-environnemental. On a vu également qu'il y a des périodes qui sont encore méconnues, donc il faut espérer que par des recherches dans de nouveaux secteurs et par de nouvelles approches et de nouvelles études qui vont être menées, on pourra aller encore un petit peu plus loin dans l'étude de ces sociétés de la protohistoire ancienne. Voilà, je vous remercie. Pourquoi l'âge du bronze et le début de l'âge du fer sont des périodes si méconnues du grand public? En fait, c'est contrairement à la fin de la protohistoire, au second âge du fer, on n'a pas de texte direct ou indirect qui nous permettent voilà, de se renseigner sur ces sociétés. Finalement, les seuls témoins, les seules traces qu'on va avoir pour étudier ces périodes, c'est les vestiges archéologiques. Donc finalement, c'est parfois difficile aussi pour nous archéologues de pouvoir retracer, reconstruire une histoire et essayer auprès du public, montrer à quoi ressemblaient ces sociétés de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer.
Donc ça, c'est un premier élément, et puis comme on l'a vu dans la communication, c'est aussi voilà, une discipline qui est relativement récente, c'est avec l'essor de l'archéologie préventive, qui a à peine plus de 20 ans, qu'on a aujourd'hui suffisamment de données pour essayer de commencer à adresser, et puis on le voit même dans ma présentation, il reste encore beaucoup de choses à faire pour avoir des éléments plus précis, pour aller plus loin dans voilà, la représentation de ces périodes. Mais c'est aussi lié à une forme de la recherche qui a été menée en France, hein, tout simplement, à des choix qui ont pu être faits, qui étaient d'ordre académique ou politique. Auparavant, dans les universités, on enseignait essentiellement l'Antiquité, après aussi un petit peu la préhistoire, mais la protohistoire est toujours restée un petit peu dans l'ombre. On le voit aussi au travers voilà, des recherches qui ont été commanditées par Napoléon III sur voilà, la construction du roman national, etc., où on va s'intéresser plutôt à des périodes comme la fin de l'âge du fer, où là on va avoir des textes, la guerre des Gaules, de César, etc., donc s'intéresser à ces sites, où là du coup il va y avoir un engouement, un intérêt, des recherches qui vont être menées sur ces périodes, tandis que pour les périodes plus anciennes, ben, finalement on est un petit peu dans le flou. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez propre à notre culture française, parce que si on regarde dans les pays anglo-saxons ou dans les pays scandinaves, la protohistoire, l'âge du bronze ou même le néolithique, voilà, sont des périodes qui sont beaucoup plus connues du grand public au travers de certains sites, au point même que, par exemple, au Danemark, on a sur les billets danois des objets de l'âge du bronze qui sont présents. Donc on voit que en fait, ça dépend aussi de notre culture et de notre culture académique et scientifique et un petit peu de l'histoire de notre discipline. Pourquoi y a-t-il une telle profusion de sites du bronze ancien en bordure de la Limagne ? Alors c'est vrai qu'on le voit, si la région de Clermont-Ferrand et les bordures de la Limagne disposent d'un aussi grand, enfin un corpus aussi important de sites, en fait il y a plusieurs facteurs. Je pense que bon, c'est vrai qu'il y a une documentation qui est particulièrement accrue sur cette région, grâce au déploiement de l'archéologie préventive aux alentours de Clermont-Ferrand, mais aussi en fait un fort intérêt pour la Limagne, parce que la Limagne, voilà, c'était autrefois des marécages, mais il y a aussi des terres autour qui sont extrêmement fertiles. C'est le cas encore aujourd'hui, donc il y a vraiment pour ces sociétés dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, l'intérêt d'occuper, de développer et de cultiver ces espaces est quand même assez important, et probablement que ça a participé à l'essor de ces sociétés. On est aussi, ça c'est valable un peu pour toutes les périodes, dans une région où on est un peu au carrefour de grandes entités culturelles, atlantiques, méditerranéennes, continentales. Donc dès le bronze ancien, en fait, cette région va être en connexion avec ces entités qui elles-mêmes vont avoir des accès à certaines ressources, certains produits, et donc ça va permettre aussi de développer les échanges. Et probablement qu'aussi dans la région, il y a des matériaux, des matières premières qui sont intéressantes pour ces sociétés-là, qui pratiquent le début de la métallurgie. Il y a des gisements de cuivre, d'étain, d'or qui existent dans la région, pas spécifiquement là proche, mais dans la région autour. Donc ça a pu participer à ce développement des sociétés. Il faut savoir aussi qu'on a des sources salées qui sont présentes partout sur le territoire, qui ont peut-être aussi permis de développer une économie autour du sel, qui, on le sait pour d'autres régions, en fait, est quand même assez centrale dans le développement de certaines sociétés. Pourquoi les populations du bronze final occupent-elles des sites de hauteur? C'est une question défensive? Était-ce une période de trouble? En fait, ce phénomène des sites de hauteur est quand même finalement assez progressif. On le voit, c'est pas du jour au lendemain qu'ils se mettent à occuper les hauteurs. Il y a vraiment un intérêt qui est croissant, qui montrerait vraiment que c'est un intérêt qui est vraiment très progressif et pas quelque chose de brutal. Surtout lorsqu'on regarde un petit peu dans les périodes plus anciennes, en fait, dès le néolithique moyen, c'est le cas sur Coran, c'est le cas sur Gergovie, on a des occupations et parfois des occupations avec un statut assez particulier. Donc on voit que les sites de hauteur, en fait, c'est pas les sites de hauteur du bronze final qui ont un intérêt particulier, c'est les hauteurs qui ont un intérêt au cours de l'ensemble des périodes. On le voit au néolithique, il y a un intérêt à un moment donné, puis un désintérêt, puis au bronze ancien, on commence à avoir des indices qui permettent de dire que éventuellement ces sites de hauteur avaient aussi un statut particulier. On l'a au bronze final, mais on l'a également entre le Hallstatt détroit et l'Athènes ancienne, puis on l'a après au second âge du fer, voire même à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Donc on voit en fait que ces hauteurs ont suscité un intérêt variable au cours du temps. Au cours du bronze final, et comme pour les autres périodes en fait où il y a eu des sites de hauteur pour la protohistoire, en fait on est souvent à des périodes où on est sur des sociétés qui ont un fort développement économique, social, politique, avec une forte hiérarchisation. Donc souvent, ces sites de hauteur ne sont pas forcément liés à des périodes de déclin ou où il peut y avoir des troubles. Au contraire, on est plutôt sur des périodes assez fastueuses, entre guillemets, où on va avoir un développement important de l'économie, on va retrouver beaucoup de mobilier prestigieux au sein de ces sites, donc c'est plutôt associé finalement à un développement important de ces sociétés. Et au final, si on retrouve des remparts sur certains de ces sites, c'est peut-être aussi
certes une vocation défensive, mais aussi ostentatoire. On peut imaginer qu'une colline où on va déforester le sommet pour y mettre un rempart qui est visible de loin, etc., peut avoir aussi un lien ostentatoire, un peu pour marquer le paysage, sa puissance et son statut à l'échelle du territoire. Puis lorsqu'on regarde en fait les oppidans arvernes, par exemple, de la fin de l'âge du fer, finalement ils ont tous des statuts, des vocations différentes. C'est pas uniquement ici ils occupent les hauteurs, c'est pas que défensif, c'est aussi politique, c'est aussi religieux et un certain marqueur du pouvoir. Donc finalement, on voit que à travers toutes les périodes, ces sites de hauteur ne sont pas nécessairement liés à des questions défensives, mais aussi ostentatoires. Par contre, la seule question, c'est de savoir pourquoi on en a autant au bronze final. Parce que dans la région, par exemple, c'est au bronze final où on va avoir le plus de sites de hauteur. Donc ça, par contre, c'est une question qui reste totalement ouverte, et pour cela qu'il y a encore beaucoup de recherches à mener sur cette problématique. Y a-t-il un lien direct entre l'évolution du climat et de l'environnement et l'affaissement des sociétés de la fin du bronze ancien et du bronze final 3B? On voit que c'est une question qui est assez contemporaine. On voit que les sociétés ont quand même une forte capacité d'adaptation, hein, surtout à cette période. Et finalement, c'est très difficile de faire un lien direct entre une péjoration climatique et le déclin d'une société. Le truc, c'est qu'il faut probablement voir aussi qu'il peut y avoir un ensemble de circonstances qui fait qu'une société peut décliner ou en tout cas avoir des modifications importantes dans sa structure. Lorsqu'on regarde le bronze ancien, on voit que quand même le pic des occupations de la région se situe entre 1900 et 1750, hein, c'est vraiment le pic, et qu'à la fin du bronze ancien, on a déjà une forme pas forcément de déclin, mais de phénomènes dégressifs qui s'opèrent, et c'est la péjoration climatique arrive vraiment pendant le bronze moyen. Donc on peut imaginer que la péjoration climatique arrive à un moment donné où les sociétés se modifient petit à petit. En fait, finalement, la péjoration climatique n'est simplement qu'un accélérateur de ces modifications. Donc il y a certainement un lien, mais il ne faut pas oublier que ces sociétés agro-pastorales ont quand même des capacités d'adaptation qui ne sont pas à négliger, et que nous, notre vision que l'on a, c'est comme pour le bronze moyen, on voit que éventuellement s'il y a une péjoration climatique, les bordures des marais de la Limagne sont moins propices à l'occupation et vont forcer les sociétés à aller se déplacer, à aller occuper d'autres espaces que nous on ne connaît pas. Mais au fond, c'est pas parce que nous on a une vision actuellement où on n'a pas les habitats du bronze moyen, que juste parce qu'en fait ils sont à un autre endroit et qu'en fait c'est juste une modification qui va s'opérer, et comme on le voit avec la tombe qui est présente, a priori on a quand même encore une élite en place assez importante, donc ça pose quand même beaucoup de questions. Donc il y a beaucoup de liens qui s'opèrent et qui sont difficiles à corréler. Et en ce qui concerne le bronze final, c'est vrai qu'on a une péjoration qui est bien identifiée sur les lacs alpins, etc., où on voit un abandon des sites palafitiques, par exemple au bronze final. Voilà. Et tandis que là, comme je l'ai montré, on a ces habitats du début de l'âge du fer qui occupent les bordures des zones les plus humides de la région. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et au fond, de nouveau, je pense qu'il y a une conjonction de choses. Certes, il y a la péjoration climatique, mais probablement aussi une élite qui disparaît, un démantèlement qui est quand même assez brutal. Et cette dispersion de l'habitat montre que voilà, finalement la société se décompose, et ces élites ne disparaissent pas totalement, parce qu'on le voit dans certaines régions, on a encore des tombes un petit peu monumentales, mais simplement elles n'ont pas du tout la même façon de se représenter. Donc en fait, c'est finalement plutôt des basculements, des modifications. Il faut penser aussi que voilà, cette accumulation de richesses, d'élites, ce regroupement de population peut aussi poser un certain nombre de problèmes en termes de relations humaines, de politique et de gestion du territoire. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a un démantèlement qui s'opère. Mais il faut savoir qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces basculements qui s'opèrent, surtout pour la transition bronze final 3B et le début de l'HTC, en fait autour de 800 avant Jésus-Christ, quelque chose qu'on observe dans toute l'Europe occidentale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène qui est global, donc qui pose des questions qui sont vraiment profondes. Le seul endroit où véritablement, enfin en tirant un peu les traits, c'est en Italie du Nord, où on va avoir une continuité, on a des sites là-bas où on a une continuité entre le bronze final et le début de l'âge du fer, mais dans le reste de l'Europe continentale, on a ce phénomène qui est assez global, abandon de sites de hauteur, et des habitats de plaine. Donc ça pose tout un tas de questions, et il y a encore beaucoup de recherches à mener pour expliquer en fait ce basculement. Donc péjoration climatique, certes, il y a une influence, mais aussi un démantèlement de la société qui s'opère. Voilà, il va falloir aller un petit peu plus loin dans la réflexion.
En quoi la région Auvergne est-elle exceptionnelle pour la connaissance de ces périodes? L'avantage de la région en Auvergne, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit, comme pour les habitats du Bronze ancien, c'est qu'on est dans un secteur qui est propice à l'installation d'occupation humaine, parce qu'on a tout un tas de ressources disponibles, des terres fertiles, il y a des minerais et certaines ressources qui sont présentes qui permettent le développement de ces sociétés. Et on le voit que c'est une région qui est assez riche en vestiges dès le Paléolithique, le Néolithique, jusqu'à l'Antiquité, le Moyen-Âge. On a finalement une région qui est extrêmement dynamique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait discuter, pas en tant que proto-historien, hein, mais avec l'ensemble des archéologues, voilà, se dire quels sont les facteurs qui pourraient amener les sociétés, les communautés à occuper, à valoriser cet espace. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus global. Je pense qu'aussi sa localisation un petit peu centrale, voilà, entre différents, de nouveaux grands groupes culturels, entre le monde atlantique, le monde méditerranéen, continental, fait que c'est une sorte de carrefour, et donc qui a certainement permis aux sociétés de se développer. Après, il y a tout simplement une réalité qui est tout à fait pragmatique. On est dans une région où il y a quand même voilà, une historique de la recherche qui est quand même très présent. L'intérêt autour du site de Gergovie a quand même aussi attiré beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à cette région depuis quand même pas mal de décennies maintenant, qui ont réalisé des prospections, qui ont réalisé des fouilles. Donc en fait, il y a aussi une dynamique de recherche qui est importante dans la région et qui n'est pas à négliger aussi dans le fait que l'on ait une bonne connaissance maintenant de la région et aussi un corpus maintenant qui s'étoffe de plus en plus et qui fait de cette région en fait une région particulièrement riche, voilà, grâce à ces deux facteurs, la réalité archéologique probablement liée à ces facteurs que j'ai parlé, mais aussi à une dynamique de recherche et des gens qui s'investissent dans la région.